Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 19h. Sécurité renforcée autour des mosquées et des ambassades à l'étranger. Ce vendredi, jour de la grande prière, n'a pas fait l'objet de débordements en France. Au Pakistan, 14 morts sont à déplorer. Et revoilà la TVA sociale malgré les démentis du gouvernement. La piste serait envisagée. L'augmentation seule de la CSG, la contribution sociale généralisée, ne suffit pas à combler les trous dans les caisses de l'État. Les départements sont en souffrance, c'est le constat dressé par les présidents des conseils généraux réunis en congrès à Metz. Marie-Lise Lebranchu a tenté de les rassurer. Pour en parler sur notre plateau, notre invitée Claudie Lebreton, président de l'Assemblée des départements de France. Bonsoir, la tension demeure dans le monde musulman. Ce vendredi, jour de prière, était redouté tant en France qu'à l'étranger. Si le sang a coulé au Pakistan à cause du film américain anti-musulman, en France, aucun incident notable n'est à déplorer. Cécile Sixou s'est rendue ce midi à la sortie de la mosquée de Paris. Ils nous provoquent, ils nous attaquent, et on n'a pas le droit de manifester. Est-ce qu'ils ont le droit de nous attaquer? Après la prière, à la sortie de la mosquée, l'ambiance est tendue. Un dispositif policier important a été déployé, mais pas d'incident à signaler. L'appel au calme lancé par les imams semble avoir été entendu. Dans le reste du monde, pas d'embrasement non plus, excepté au Pakistan. À Peshawar, les manifestants ont mis le feu dans 2 cinémas. Ils ont ensuite affronté la police. À Karachi, même scénario. Au total, dans le pays, 14 personnes sont mortes et 200 blessés. Partout ailleurs, des mobilisations isolées mais sous tension n'ont pas fait d'incident. À Beyrouth, au Liban, un imam a appelé à tuer les acteurs du film Innocence of Muslims. Des manifestants ont piétiné et brûlé le drapeau américain. Des scènes identiques se sont déroulées à Kaboul, en Afghanistan. À Jérusalem-Est, en sortant de la prière, des centaines de Palestiniens en colère ont fait une marche pacifique jusqu'aux portes de la ville. Comores, Égypte, Malaisie, Indonésie, Irak ou encore Yémen, la tension dans le monde musulman ne semble pas se tarir. Suite aux tensions provoquées entre autres par la publication des caricatures de Mahomet, la présidente du Front National accuse l'État de laxisme. Dans un entretien accordé au Monde, Marine Le Pen estime qu'il faut mettre à la porte tous les intégristes étrangers et interdire le port du voile et de la kippa. François Hollande a immédiatement réagi à ces propos, considérant que tout ce qui divise est maladroit. Main dans la main, la garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur ont affiché leur entente parfaite et leur fermeté face à l'insécurité à Marseille. Marseille, où hier soir, une policière a été blessée par un tir de plomb lors d'une simple intervention. Manuel Valls a confié la ville au nouveau préfet de police, Jean-Paul Bonnetin, en souhaitant que la cité phocéenne retrouve sa tranquillité. Et si c'était le retour de la TVA sociale? Après l'avoir tant décrié et abrogé, le gouvernement Ayrault envisagerait son retour, même si Matignon a démenti. Mais face aux contraintes budgétaires serrées, la tentation est grande pour l'exécutif. Fabrice Cunet. C'est une indiscrétion du quotidien Libération qui a relancé le débat sur la TVA sociale. Mais contre toute attente, pas de nom ferme de la part du gouvernement. Son retour serait par exemple exclu à ce stade, selon les termes d'un communiqué. Le ministère de l'économie, de son côté, dément cette information tout en rappelant qu'aucune piste n'était arrêtée. Bref, un exercice de communication lancé ce matin par Alain Vidalis. C'était un débat de la campagne présidentielle, d'ailleurs, ce qui avait été fait par l'ancienne majorité, 12 milliards. Nous l'avons supprimé le 31 juillet et aujourd'hui, il n'est pas du tout envisagé d'utiliser la TVA sociale. Sans parler de TVA sociale, le gouvernement réfléchirait à un mix de plusieurs prélèvements. Hausse de la CSG, hausse de la fiscalité écologique et hausse ciblée de la TVA. Il répondrait ainsi à une demande insistante du patronat. C'est un sujet qu'on a soutenu et qu'on soutiendra longtemps si toutefois on n'allait pas dans cette voie. Avoir un financement de la protection sociale qui ne repose pas sur les salaires est pour nous extrêmement important. La compensation, elle peut faire par un mixte, une augmentation de la CSG et une augmentation de la TVA. La décision de Matignon dépend pour beaucoup du rapport gallois sur la compétitivité. Ses conclusions seront connues le 15 octobre prochain. Il sera alors peut-être question non pas de TVA sociale, mais d'un mix social. Et puis toujours au chapitre budgétaire, Pierre Moscovici a démenti une éventuelle fiscalisation du livret A.
Recherche enseignants à tout prix après l'annonce du ministre de l'Éducation hier du recrutement de 40 000 professeurs pour la rentrée 2013. Il va falloir les trouver et les former, et ce alors qu'il existe déjà une pénurie de candidats. Un sacré casse-tête. Aurélien Romano. En 2013, la filière qui embauche est l'enseignement. Avis aux candidats, 40 000 postes vont être créés, la majorité en remplacement de départs en retraite. Le reste, ce sont 18 000 créations de postes. L'éducation nationale va créer un nouveau concours au printemps, mais y aura-t-il assez de candidats ? On espère qu'il y aura dans toutes les disciplines le nombre de candidats nécessaires pour que le concours soit de qualité et que les reçus soient des étudiants et des futurs enseignants de qualité. Même si les syndicats saluent une annonce qui était une promesse de François Hollande, la crise des vocations subsiste. Ce manque d'envie d'être professeur avait amené l'éducation nationale à communiquer au printemps. Dans certaines filières, comme les mathématiques ou l'anglais, des centaines de postes au concours n'ont pas été pourvus l'an dernier. La solution, baisser le niveau d'exigence. Le nouveau concours de ce printemps sera ouvert au bac+4 et plus seulement au bac+5. Problème, les élèves enseignants ne seront plus assez formés. Donc ça fait une année qui va être un peu une année de bachotage. Il ne restera plus qu'une année de formation professionnelle. Nous pensons qu'il faut être un peu plus ambitieux que ça. Il faut un système qui permette une vraie formation professionnelle sur 2 ans. Tous soulignent que le risque n'est pas d'avoir de mauvais professeurs, mais encore une pénurie. La clé, l'attractivité, notamment salariale. Les salaires sont gelés depuis 3 ans, mais en période de crise, les marges de manœuvre du gouvernement sont étroites. En France, les taureaux toujours présents dans l'arène, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision. La corrida est bien conforme à la Constitution. Les sages ont mis en avant une tradition locale ininterrompue. Les associations de défense des animaux dénoncent les pressions politiques et la dictature tauromachique. Avant de retrouver notre invité, Claudie Le Breton, à Metz, la colère gronde chez les présidents de conseils généraux. Réunis en congrès, ils refusent de porter le chapeau et ne se considèrent pas responsables de la gabegie budgétaire dénoncée par René Dosière, député socialiste de l'Aisne. En revanche, ces élus réclament toujours plus de moyens pour assurer leur mission sur place. Mounir Soussi et Mathilde Bélanger. Gaspillage, dépenses inutiles, manque de transparence dans les budgets. René Dosière n'y va pas de main morte pour dénoncer la gestion financière de l'État et des collectivités locales. Un diagnostic sévère qui fait grincer des dents les élus départementaux. Ce n'est pas le moment de dire qu'il y a des gaspillages, puisque partout j'entends parler d'économie, j'entends parler de réduction de moyens aux associations, de moyens pour les investissements. Il y a partout des économies à faire et je préfère qu'on s'engage résolument tous dans une lutte pour essayer de diminuer la dépense publique. Maintenant, faisons attention à ne pas stigmatiser, parce que pour une très très grande part, l'explosion de nos budgets, c'est pas à cause de nos décisions, c'est à cause des dépenses sociales. 3 allocations sont à la charge des conseils généraux. Le RSA, l'allocation autonomie et l'aide aux personnes handicapées. Mais les départements les plus concernés ont du mal à suivre. 30 d'entre eux ne pourront pas boucler leur budget 2012. Les élus réclament des mesures d'urgence et une réforme du financement de la solidarité. Message reçu pour la ministre. Marie-Lise Lebranchu se refuse toutefois à faire des promesses inconsidérées. On a longtemps cru que le département pouvait tout absorber. Ce n'est plus vrai. C'est tout le financement des allocations individuelles de solidarité qu'il faudra en priorité repenser ensemble. Parmi les pistes évoquées, l'attribution d'une part de la CSG ou des droits de succession. La ministre écarte en revanche l'idée d'une nouvelle journée de solidarité. Les responsables des départements devraient être bientôt reçus par François Hollande, sans doute vers la mi-octobre. Sur notre plateau, Claudie Le Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Assemblée des départements de France et président du Conseil général des Côtes-d'Armor. Alors, est-ce que vous êtes rassuré par les propos tenus par la ministre Marie-Lise Lebranchu ? Oui, rassuré parce que, d'abord, aujourd'hui, le diagnostic est confirmé par tous, y compris par la ministre, sur les difficultés financières des départements, sur les limites qui sont désormais dépassées. En un mot, pour nos téléspectateurs, les dépenses sociales croissent très vite du fait de la situation économique et sociale de nos territoires et les recettes s'amenuisent. Donc on est face à un effet ciseau d'étranglement des départements et aujourd'hui, plus de 30 d'entre eux sont déjà en difficulté financière. Et alors en quoi la ministre Marie-Lise Lebranchu aujourd'hui vous a rassuré? Est-ce qu'elle a confirmé le fait que le fonds d'urgence créé sous le gouvernement Fillon serait reconduit? Elle a confirmé ce que le Premier ministre avait dit en nous recevant au mois de juillet, c'est-à-dire que des mesures d'urgence seraient annoncées à l'automne dans le cadre de la loi de finances
2013. La semaine prochaine, il y aura le comité des finances locales. Nous aurons l'opportunité d'entendre le ministre du Budget, d'écouter effectivement les interventions des élus. Et je suis persuadé que ce gouvernement de gauche ne pourra pas faire moins que ce que le gouvernement Fillon avait fait précédemment. Je suis pour l'instant confiant, pas totalement rassuré, mais nous allons nous battre. Mais est-ce que Marie-Lise Lebranchu vous a donné des détails justement sur ce que le gouvernement pourrait faire comme geste auprès des départements? Pas de détails publiquement, parce qu'on travaille sur des sujets qui sont extrêmement sensibles. Et nous-mêmes, nous avons fait cette proposition que la CNSA, aujourd'hui, la Caisse nationale solidarité autonomie, a 450 millions d'euros non utilisés, non consommés. Les raisons sont multiples. Et il y a là une possibilité d'alimenter le fonds exceptionnel. Et elle trouve que cette idée est pertinente. Et je sais que, et à Bercy et dans son ministère, ils y travaillent activement avec d'autres pistes nouvelles de solutions. Alors, on a accusé notamment le député de l'Aisne socialiste René Dauzière, les départements de gabegie budgétaire. Qu'est-ce que vous répondez au député René Dauzière? Je pense que chacun connaît ce député qui s'est fait une réputation, d'abord sur les gabegies financières de l'Élysée par le temps passé, qui poursuit notamment par des études très précises sur les collectivités territoriales. Il faut rappeler aussi qu'il a assumé des responsabilités dans ce domaine. Attention de ne pas stigmatiser les élus dans une période extrêmement difficile aujourd'hui. Mais incontestablement, nous faisons des efforts de mutualisation. Et j'ai cru comprendre que dans son propos, c'était plutôt certains niveaux de collectivités qui étaient touchés, mais ça vaut pour toutes les collectivités. Alors justement, est-ce qu'il faut remettre en cause le millefeuille territorial? Il y a les régions, les départements, les communes, les communautés de communes. Est-ce qu'il ne faut pas carrément supprimer un échelon? Arrêtons, je vous le dis, sur cette contre-vérité du millefeuille. C'est vous, les journalistes, qui portez cette idée. Vous ne voulez jamais, ni dans les rangs des citoyens, ni dans les rangs il existe quand même de multiples collectivités territoriales et de multiples échelons. Il y a 3 collectivités inscrites dans la Constitution française. La Constitution de la République. La commune, le département et la région. De façon identique aux 6 plus grands pays de l'Union européenne. Donc ni plus ni moins. Et aujourd'hui, il faut effectivement trouver des solutions. Et bien entendu, les moyens ? Mutualiser les moyens, avoir de la coopération. Je disais de façon très pratique, vous avez des offices pour le tourisme dans les collectivités. Vous avez des pays touristiques. Vous avez un comité départemental. Vous avez une agence régionale du tourisme. Eh bien, au niveau de la région, il faut s'organiser, peut-être mutualiser, avoir un seul comité dans lequel tous les élus locaux, départementaux se retrouveront. Et puis là, on aura un outil au service de tous. Peut-être faut-il aussi clarifier les compétences de chacune des collectivités territoriales. Pour les départements et les régions, les choses sont faites. 90% du budget des départements sont mobilisés pour des compétences que seuls les départements assument. En un mot, le social, les routes, les collèges, et puis toutes les politiques de transport scolaire et interurbain. Il en est de même pour les régions. Donc, je veux dire, il reste une partie de 10%. La question centrale, surtout dans une période où on voit bien qu'il y a des difficultés économiques et les entreprises qui ont du mal à créer de l'emploi, c'est la question économique. L'État a la compétence, les collectivités locales le pratiquent chaque jour. Faut-il là qu'il y ait un pilote dans l'avion ? L'État l'était. Faut-il que demain ce soit le Conseil régional? La question est posée et nous allons la trancher dans les semaines qui viennent. On parle de concurrence entre les régions et les départements. Est-ce que vous craignez l'hégémonie des régions? Croyez-vous que ce soit véritablement entre les régions et les départements? Est-ce que les grandes communautés d'agglomération et les métropoles n'auraient-ils pas aussi leur mot à dire? Mais entre les départements et les régions, est-ce que vous craignez une hégémonie des régions, notamment en matière de compétences économiques? Nous, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'une collectivité, certes importante, existe une tutelle sur une autre collectivité. D'abord, la Constitution ne le permet pas. Ça, les choses sont très très claires. Qu'il y ait des partenariats, que nous nous organisions à partir de l'exemple que j'ai cité pour le tourisme. On pourrait faire la même chose pour l'activité économique. Il y aura dans la loi des conférences territoriales de l'action publique où vous aurez la région, les départements, les métropoles, les collectivités, et entre nous, nous définirons effectivement les grandes orientations, le partage des responsabilités, le qui fait quoi, et puis il faudra bien que quelqu'un arbitre à un moment donné, qu'il délibère, et on sait que se profile à l'horizon que ce soit les régions qui assument cette responsabilité. Qu'est-ce que vous attendez des États généraux de la démocratie locale organisés par le Sénat, par Jean-Pierre Bel ?
D'abord, quel beau mot que démocratie territoriale, parce que c'est ça l'enjeu de la décentralisation. C'est comment on confie des responsabilités, non pas à des fonctionnaires de l'État sur le territoire, mais à des assemblées d'élus, désignés démocratiquement par la population. Et ça se voit dans toutes les grandes démocraties d'Europe. Ce que nous attendons, c'est effectivement que nous puissions dégager un compromis. Il faut qu'il y ait un progrès dans cette nouvelle étape, que des nouveaux transferts soient transférés aux collectivités territoriales, que nous puissions avoir les moyens d'assumer nos responsabilités, et puis que là, on puisse trouver ce que j'appelle le compromis positif entre l'État lui-même et les collectivités territoriales. Et alors, quel rôle les départements vont jouer auprès de la future banque publique d'investissement chargée de redynamiser les PME, les petites et moyennes entreprises? Là-dessus, des orientations ont été données par le président de la République lorsqu'il a reçu les responsables des régions. Incontestablement, le chef de fila doit être assumé par celle-ci. Que nous soyons présents dans les conseils d'administration, moi j'y suis favorable, surtout au niveau national, mais au niveau régional. Par contre, nous parlons aussi d'une banque publique d'investissement qu'on évoque guère, c'est la banque publique d'investissement pour les collectivités territoriales. Et vous savez qu'il y a un projet de fusion entre la Caisse des dépôts et consignations et la Banque postale. Moi, je dis que ce n'est pas la meilleure solution. Il faut recréer une véritable banque publique d'investissement à partir d'un acteur fort comme la Caisse des dépôts et consignations et, quelque part, une caisse dans laquelle les collectivités puissent s'engager très fortement. Une dernière question. Est-ce que les Français doivent craindre dans les années à venir ou très prochainement une hausse des impôts locaux et notamment des impôts au niveau du département? D'abord, il faut savoir que la part des recettes des impôts dans les budgets départementaux est passée de 35% à 17%, la moitié moins. Et je crois que l'utilisation des impôts aujourd'hui, compte tenu du contexte économique et social, sont extrêmement mesurés. Parce que quand on dit les impôts locaux, il y a aussi les impôts nationaux, les impôts des autres collectivités. Et si on veut donner du pouvoir d'achat, eh bien, à nous, effectivement, les collectivités, ce que nous faisons, il faut aller plus loin dans les économies, etc. Mais ayons aussi le débat sur les recettes des collectivités territoriales. Vous allez sans doute réagir à notre question du jour que nous posons à nos internautes en partenariat avec le nouvelobs.fr. La question était, faut-il supprimer le département? Ils sont 48% à dire non, 46% à dire oui. Un commentaire? Si on veut trancher cette question, je suis tout à fait favorable à ce qu'elle soit posée. Elle ne peut le poser que dans le cadre d'un référendum, que celui ou celle qui veut la pose au peuple français. Et je pense que c'est à lui de décider parce que c'est grave. C'est important, c'est essentiel. C'est l'organisation territoriale de la République et de la démocratie qui est en jeu. Merci d'être venu sur notre plateau, Claudie Le Breton. Merci. Ce souvenir de Drancy, au cœur des heures sombres de l'histoire, le chef de l'État a inauguré ce matin un mémorial de la Shoah de la ville d'où furent déportées près de 70 000 personnes entre 1941 et 1944. Le président de la République a parlé d'un devoir de transmettre. On écoute François Hollande. Aujourd'hui, il s'agit de transmettre. C'est l'esprit de ce mémorial. La transmission. Là réside l'avenir de la mémoire. Enfants de France, ne cédez jamais à ces passions. Luttez avec toute votre énergie contre l'antisémitisme et contre le racisme. C'est le message que je vous passe aujourd'hui à Drancy. La liberté ne souffre aucune négligence, aucun abandon. Et avec nous ce soir pour discuter de cette inauguration, Annette Wieworka, historienne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notamment votre dernier ouvrage à l'intérieur du camp de Drancy, coécrit avec Michel Laffitte. Vous étiez ce matin auprès du chef de l'État pour l'inauguration du mémorial de la Shoah à Drancy. Qu'avez-vous pensé du discours de François Hollande et particulièrement du devoir de transmettre? Moi, je suis très contente qu'il utilise le terme de devoir de transmettre. Il était accompagné de Vincent Peillon et il a dit aussi dans son discours l'importance de l'enseignement de l'histoire aux 3 niveaux, c'est-à-dire CM2, collège et première et terminale, puisque ce gouvernement s'est engagé à rétablir l'enseignement en classe terminale. Et je crois effectivement qu'il doit y avoir une transmission. D'ailleurs, pas une transmission de la mémoire, mais une transmission de l'histoire. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour avoir un lieu dédié au camp de Drancy?
Je crois qu'il y a eu plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison qui est liée à l'histoire même de ce camp et au fait que ceux qui ont transité par Drancy et qui ont été ensuite déportés vers Auschwitz ont passé parfois très peu de temps à Drancy. Mais d'autres y ont passé plus de 3 ans. Presque 3 ans. Ouais. Et après le retour des rares survivants, peut-être 2500, 3500 rescapés sur les 76 000 déportés juifs de France, eh bien, on n'a pas jugé souhaitable de rappeler ce qu'avait été Drancy. Et puis, les années d'après-guerre ont été des années de très très grande crise du logement. Je crois qu'aujourd'hui, on peut le comprendre. Et il y avait ces logements sociaux de cette cité qui était à la pointe de la modernité des cités pour les couches populaires, qui n'avait jamais été achevée, qui a servi de camp et qui ont été réhabilités pour servir de logement. Et puis ensuite, timidement, il y a eu d'abord des plaques très vite, et puis ensuite un monument dû au sculpteur Shlomo Selinger, 76, l'inauguration de ce monument. Ensuite, quelques années après, un wagon oui. Avec une sorte de petit musée, enfin de petite exposition à l'intérieur du wagon. Et puis ensuite, il y a eu une conjonction dans les années 2000 de très forte présence de cette mémoire et de création aussi, il faut bien le dire, à l'issue de la mission d'études sur la spoliation des biens juifs de France, dite mission Matteoli, d'une fondation. Et c'est la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui a financé la totalité de ce bâtiment. Quand on lit votre ouvrage, on comprend un petit peu mieux l'évolution du camp de Drancy, qui est souvent méconnu. Vous dites que c'était un camp de représailles, c'est devenu ensuite un camp de transit. Sur la fin, dans les années 1943-1944, c'était un camp de concentration. Oui. Dans cet ouvrage que j'ai coécrit avec Michel Laffitte, nous retraçons l'histoire et notamment la première phase qui est le moment où, après l'attaque de l'Union soviétique par les armées allemandes, les nazis posent comme équation résistants égale communiste égale juif. Et par mesure de représailles, ils arrêtent environ 4000 juifs, essentiellement dans le 11e arrondissement de Paris, essentiellement des juifs étrangers, mais aussi des juifs français. Et ces juifs-là inaugurent le camp de Drancy, dans des conditions effroyables, puisqu'on y meurt littéralement de faim. Mais jusqu'en mars 1942, on ne déporte pas, les Allemands ne déportent pas de France. Donc, ce n'est qu'après que c'est devenu ce n'est qu'après qu'il devient un camp de transit. Il l'est pendant toute la période, puisque le dernier convoi part à la fin du mois de juillet 1944, plus un dernier wagon en août. Avant de devenir ce que vous appelez, enfin ce que vous dites être un camp de concentration. Un camp de concentration qui est dirigé directement par Aloïs Brunner et où là, il n'y a plus les forces françaises, c'est-à-dire les gendarmes et les employés de la préfecture de police qui faisaient l'ordre à l'intérieur du camp, qui sont mis à l'écart par les Allemands et les Allemands gèrent tout seuls ce camp. Et ils en font aussi le lieu d'impulsion de toutes les rafles pour tenter de retrouver les Juifs partout où ils tentent d'échapper à leur arrestation. Très bien. Merci beaucoup, Annette Vieux-Vorkade, d'être venue sur notre plateau. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite des programmes sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale avec Parlement Hebdo, l'invité Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat. Très bonne soirée sur Public Sénat. François Rebsamen est l'invité politique de Preuve par 3. Le président du groupe socialiste au Sénat répondra aux questions de Michel Grossior. Preuve par 3, mardi à 18 h sur Public Sénat.
Caroline Cailleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Beauvais, sénatrice, également présidente d'une communauté d'agglomération. Quelle est votre position sur le cumul des mandats ? Je pense que le mandat local s'enrichit du mandat national. Et je pense que l'un sans l'autre serait quelque part un peu déconnecté de la réalité. Le mandat local a besoin du mandat national, c'est-à-dire pour rayonner, pour toucher d'autres partenaires pour la ville, pour la mettre en valeur. Mais pareil, j'allais dire, la vigilance du législateur a besoin de s'appuyer sur l'expérience locale. Vous avez été élu dans un contexte particulier avec le basculement à gauche du Sénat. Est-ce que ça a changé votre vision du Sénat, ce basculement à gauche? Non, parce que le basculement à gauche est purement politique. Mais bien évidemment, quand on arrive au Sénat, on est à la fois impressionné, à la fois honoré et à la fois conscient des responsabilités que le mandat vous donne. Ma fibre sociale que je tiens à la fois d'Yvon Bourges, qui a été dans cette belle maison autrefois et avec qui j'avais eu le plaisir de travailler, et puis Philippe Seguin, qui m'a aussi donné ma chance en politique, m'ont insufflé cette fibre sociale. Et tout naturellement, j'ai postulé pour travailler au sein de la Commission des affaires sociales qui a, je dirais, un registre varié de sujets. Vous avez donné une interview dans laquelle vous expliquiez qu'après 6 mois de travail parlementaire, vous vouliez être un sénateur impartial. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que je suis bien évidemment, j'allais dire, habituée à travailler avec les uns ou les autres, quelles que soient leurs opinions. Mais même au Sénat, ça veut dire que vous pourriez voter des textes émanant de la gauche si vous trouviez... J'ai parlé à l'écoute des élus. Quant à voter les textes, je fais partie d'un groupe et je soutenais la politique du gouvernement qui était ma majorité, mais je crois qu'il est aussi nécessaire d'avoir une certaine hauteur de vue et de voir ce qui peut être bon pour le territoire ou ce qui est dangereux pour le territoire. Est-ce qu'il y a des choses à réformer selon vous ? Par exemple, pendant la campagne pour l'élection présidentielle, certains préconisaient de réduire le nombre de parlementaires ou carrément supprimer le Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je crois que le Sénat a fait ses preuves. Quant à le supprimer, ça me paraît totalement impossible. Et je pense que l'équilibre législatif se nourrit justement de cette dualité entre l'Assemblée et le Sénat. Et sur la réduction du nombre de parlementaires, est-ce qu'il y a trop de sénateurs aujourd'hui ? Écoutez, dans l'Oise, nous sommes 4 sénateurs pour un département qui représente plus de 850 000 habitants. Ça me paraît un chiffre absolument équilibré. On aurait même pu être 5 si nous avions poussé le raisonnement plus avant. Donc je pense que chaque territoire a besoin de cette représentation équilibrée. Et d'ailleurs, si je reviens sur l'Oise, il y a 7 députés pour 4 sénateurs. Donc je crois que le chiffre se suffit à lui-même. Ils sont 15 à 20 000 en France. Pour beaucoup, leur arrivée dans une commune est synonyme de délinquance, de conditions de vie insalubres et de mendicité. Ce sont les Roms. Quelle place leur faire en France ? Comment gérer cette question qui nous expose régulièrement aux critiques de Bruxelles ? Les Roms en France, c'est donc le thème du docu et du débat de la semaine sur Public Sénat. Le débat, présenté par Benoît Duquesne, demain à 23h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.